Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Alors nous avons vu la représentation ondulatoire des particules quantiques, mais cette représentation a ses limites, parce que ce sont peut-être des ondes, mais pas des ondes classiques. Par exemple, nous avons vu que les interactions étaient localisées. Lorsqu'un électron frappe la cible, ou un photon frappe la cible dans l'expérience de Young, on a un point. Donc une interaction ponctuelle. Alors que les ondes classiques, ce n'est pas le cas. Par exemple, les vagues ou le son interagissent de manière globale lorsqu'ils se touchent. Et par exemple, lorsque la vague arrive sur une plage, elle laisse une longue trace mouillée et non pas juste un seul endroit. Donc ça, c'est déjà une différence. Ensuite, si on prend par exemple deux particules, la théorie quantique dit que on doit les voir comme un tout. Donc on doit les décrire avec une onde, mais qui est à 7 paramètres. 3 paramètres de position pour chaque particule, ce qui fait 6, plus 1 pour le temps. Alors qu'une onde classique, c'est 4 paramètres. 3 pour la position et 1 paramètre pour le temps. Et on ne peut pas en général décomposer cette onde plus complexe en une somme, un produit ou tout ce qu'on veut de deux ondes séparées. Ça ne marche pas. Donc, cette onde de deux particules est plus riche, plus complexe que de simples ondes séparées pour chaque particule. On a besoin d'une description plus précise. Toutefois, notons que lorsqu'il s'agit d'une particule seule, sans interaction, cette représentation ondulatoire convient très bien, ce qui permet de faire le lien. Alors, dans cette représentation, nouvelle représentation, on procède comme suit. Prenons un système physique quelconque. Un électron, un atome, un caillou, une chaise, tout ce qu'on veut. Ce système peut être dans toutes sortes d'états physiques, qui vont être décrits par des paramètres quelconques, tels que la position, la vitesse de l'objet, bien sûr, et d'autres paramètres. Et on va résumer l'état physique du système par une simple étiquette. On va dire, par exemple, il est dans l'état alpha. Donc la lettre Y alpha, il est dans l'état alpha, qui décrit l'état dans lequel se trouve l'objet. Et cet état est noté symboliquement comme alpha, avec une barre et un signe supérieur. En fait, c'est une notation appelée un ket. Et peu importe la signification mathématique des quêtes ici, ce sont des vecteurs en fait. Pour nous, c'est juste une représentation commode. Elle est très pratique. Parfois, au lieu de noter alpha, on va noter un nom de variable qui nous intéresse. Par exemple, x représente l'état d'un objet qui est à la position x. Tout simplement. Et les autres variables éventuelles, vitesse, etc., ne sont pas précisées ici dans le détail. Alors, il y a un principe très important, justement, qui est issu des ondes, puisque pour une particule, ça marche bien. Donc, voyons ça. Si on prend deux ondes, pour la même particule, on peut en faire... Excusez-moi. On peut en faire la somme et avoir une onde ainsi plus grande qui est également une solution ondulatoire. C'est exactement comme pour l'interférence constructive, où on avait l'onde issue des deux formes de Young qui s'additionnaient pour donner une onde plus grande. Ce principe auquel obéissent les ondes est appelé principe de superposition. Ainsi, supposons que on ait deux états possibles pour la particule, alpha et bêta. Deux états possibles. Alors, ce principe dit que alpha plus bêta est aussi un état possible. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Prenons par exemple une particule qui peut être en deux positions, x1 ou x2. Dans ce cas-là, elle pourrait très bien être en x1, donc dans l'état x1, ou bien alors elle peut être en x2, dans l'état x2.
Mais elle pourrait être alors dans l'état x1 plus x2. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, dans l'état x1, elle est en x1 précisément. Dans l'état x2, elle est dans l'état x à la position x2 précisément. Et dans l'état x1 plus x2, ça signifie que la particule est en x1 ou en x2. Mais ce n'est pas une ignorance. C'est pas comme si c'était l'un ou l'autre et qu'on ne le sait pas. C'est réellement un état indéterminé. C'est x1 ou x2 sans qu'on puisse dire que la position exacte est inconnue. Ça vous paraît étrange? Ça l'est en partie. Mais si on le voit comme une onde, c'est beaucoup moins étrange. Par exemple, le paquet d'ondes qu'on avait vu pour une particule, mais la position, elle n'est pas déterminée. Elle peut être à plein d'endroits différents, tout le long du paquet. Ici, x1 plus x2, c'est comme une onde qui aurait, en x1, en x2, l'onde aurait la forme de pics très concentrés en x1 et x2. Donc, sous l'aspect ondulatoire, c'est tout de suite moins bizarre si on n'oublie pas que cette notion de particule petite bille n'est pas correcte. La représentation ondulatoire est meilleure. Considérons une particule qui est dans l'état alpha. Et on voudrait savoir si elle est à la position x. Alors, on va noter ça, x alpha, avec deux crochets et une barre qui sépare. Notons que c'est de là que vient le nom. Ceci à gauche est appelé un bras, et à droite c'est appelé un quête. Braquette qui veut dire crochet en anglais, tout simplement. Alors à nouveau, peu importe la signification, c'est un nombre complexe, ce n'est pas important pour nous ici. Ça nous dit en somme que la possibilité que la particule dans l'état alpha soit trouvée à la position x. Donc dans l'état x. C'est appelé une amplitude. C'est le nom qui est donné. Pour être exact, la probabilité de trouver la particule là, si elle est dans l'état alpha, est donnée par le carré de la grandeur du nombre complexe. Petite parenthèse technique, peu importe ici. Donc ça nous dit la possibilité que la particule de l'état alpha soit en x. L'ensemble de tous les états a en fait une structure mathématique assez simple. Et cela permet de choisir ce qu'on appelle des bases d'état. En fait, les bases d'état, en quelque sorte, couvrent toutes les possibilités. Par exemple, une telle base, pour une particule, est la base position. Tous les états de position x. Tous ces états forment une base appelée base position. Ce sont tous les états où la particule est à un endroit x bien précis, donné. Notons qu'on doit avoir, pour cette base, x est égal à 1. Parce que si elle est en x, on est certain qu'on va la trouver en x. Donc égal à 1 pour probabilité 1. De même, si pour y différent de x, on doit avoir yx égale 0, parce que la particule étant x à une position précise, on ne risque pas de la trouver ailleurs. Considérons maintenant notre état alpha égale x1 plus x2. Donc ceci c'est alpha. La particule peut être à deux endroits. Alors si on effectue cette opération, x1 alpha va être égal à x1 plus x1 x2. Et donc ceci c'est 0, on vient de lire, et ceci c'est 1. De même, x2 alpha donne 1. Donc, on obtient 1 à la fois pour x1 et x2.
techniquement, on doit effectuer ce qu'on appelle une normalisation, c'est pas très important ici. Donc on obtient autant de chances de trouver la particule en x1 qu'en x2. C'est ce que nous avions dit, on a une chance sur deux de la trouver en x1 ou en x2. Alors, toute cette petite manipulation, toute cette petite gymnastique n'est pas très difficile et est très utile pour comprendre les états, pour les manipuler. Et l'utilisation des bases d'états est très pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand nombre d'états possibles. Par contre, les états de base sont plus limités. Par exemple, pour les positions, on a juste l'ensemble des positions, par exemple le long d'une droite, alors que les états combinés, x1 plus x2, plus x3, plus x4, etc., ça peut donner des tas de combinaisons compliquées. Donc en travaillant avec les états de base, c'est toujours beaucoup plus facile. On peut aussi choisir d'autres bases. Par exemple, on peut choisir la base des vitesses précises. V. Chaque particule dans un état V a une vitesse bien précise, V. Mathématiquement, toutes les bases sont équivalentes. On peut choisir l'une ou l'autre. Et on choisit la base qui convient pour ce dont on veut discuter. La base la plus pratique. On passe de l'une à l'autre avec des opérations mathématiques, mais relativement simples, que je ne vais pas décrire ici. Notons que on ne peut pas avoir xv égale 1 pour un x bien précis, et uniquement lui. Parce que ça, ce serait contraire au principe d'indétermination. Si la vitesse est précise, ça veut dire que delta v égale 0. Et le principe d'indétermination nous dit alors que delta x est infini. Si la vitesse est exactement précise, la position est totalement indéterminée. De même pour l'inverse, d'ailleurs, position très précise, vitesse totalement indéterminée. Et donc, on ne peut pas avoir à la fois une position et une vitesse très précise. La relation entre V et l'ensemble des positions est appelée une transformation de Fourier quand on passe par la formulation ondulatoire, mais bon, là non plus, ce n'est pas le plus important. Voilà, alors, nous continuerons dans la prochaine vidéo. Nous avons encore quelques petits trucs à voir, pas plus beaucoup. Nous parlerons ensuite de l'évolution des états physiques, comment est-ce qu'ils évoluent au cours du temps, et nous parlerons de la mesure, un point qui sera pour nous extrêmement important. Je vous remercie.